Merci à tout le monde d'être là, en grand nombre. C'est intéressant de voir aussi le public, beaucoup de femmes dans l'assistance. Je pense que ça parle à un public précis, cette thématique. Donc, je me présente, je suis Anne-Marie Saint-Jean-Aubre, je suis la conservatrice de l'art québécois et canadien contemporain au Musée des beaux-arts de Montréal depuis peu. Donc, ça fait à peine quelques mois que je suis en poste dans cette équipe, que je découvre encore, et cette belle collection aussi que je découvre. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Julie Grenier, Maria Escoura et Mallory Loempeka. Est-ce que je l'ai dit comme il faut? Loempoka. Loempeka. Vraiment désolée. Donc, trois artistes avec un héritage et un bagage vraiment différents elles vont chacune nous parler de leurs influences, puis aussi de leur manière de réfléchir la question de l'artisanat dans leur démarche artistique. C'est une thématique qui m'a été proposée par la foire, puis que j'ai trouvée vraiment intéressante parce que ça m'a fait penser tout de suite à une exposition qui s'est ouverte récemment, qui est une collaboration entre le Musée des beaux-arts de l'Ontario, le AGO, et le Musée des beaux-arts à Baltimore. Une exposition autour de l'art des femmes de 1400 à 1800. Donc, toute une autre époque, d'autres genres artistiques. Mais la démarche derrière les conservatrices qui sont à l'origine de cette exposition-là, c'était de réfléchir au fait que, bon, Linda Nochlin a dit pourquoi est-ce que les grandes artistes femmes sont difficiles à identifier dans l'histoire de l'art. Sa réponse, la réponse des conservatrices derrière cette exposition a été de se dire, bien, c'est pas qu'il n'y a pas de grandes artistes femmes dans l'histoire de l'art à cette époque-là, mais que notre manière de concevoir ce qu'est une œuvre d'art est trop restreinte et donc ça élimine tout un type de pratique artistique, de pratiques créatives qui sont souvent associées au domaine de l'artisanat et qu'on n'a pas retenu dans l'histoire de l'art. Alors, l'idée de réfléchir aujourd'hui à l'artisanat en lien avec les pratiques contemporaines, ça ramène ce débat-là. Est-ce que les techniques artisanales ou les médiums qui sont associés aux techniques artisanales sont encore pertinentes à réfléchir en lien avec le féminisme, en lien avec une démarche qui serait de résistance par rapport à l'invisibilisation des femmes dans l'histoire? Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui se trament derrière le désir des artistes contemporains de travailler à partir de ces médiums ou de ces techniques? Et c'est vers ces enjeux-là que j'ai envie de diriger la conversation. Mais avant d'entrer plus dans le vif du sujet, bien, je vais vous les présenter, les artistes qui sont assis à côté de moi. Donc d'abord, et je vais vous lire leur biographie, leur parcours. D'abord, Maria Escoura, qui est assise au centre ici, qui est une artiste, une médiatrice et une enseignante argentino-mexicano-canadienne qui est établie à Montréal. Ses recherches se concentrent sur le pouvoir culturel des objets personnels, le vêtement et la construction sociale genrée que le vêtement implique, la mémoire, l'identité, l'appartenance et l'immigration. Sa démarche est participative et entrelace les expériences sociales et personnelles. Les textiles sont un matériau sculptural et une ressource performative qui présente d'innombrables avantages formels et possibilités symboliques. Ces sculptures et installations représentent les relations multiples et complexes impliquées dans la construction de l'identité tant personnelle que collective. Donc, tout au long de la discussion, vous allez voir des images là, du travail des artistes qui vont rouler en boucle pour vous aider un peu à situer leur univers artistique. Maria Escoura est lauréate du prix de la diversité en arts visuels du Conseil des arts de Montréal en 2019 et du prix Powerhouse en 2020, décerné par la Galerie La Centrale. Elle était aussi finaliste en 2023 pour le prix en art actuel du Musée national des beaux-arts du Québec et elle fait partie de l'exposition qui vient tout juste de s'ouvrir au Musée d'art contemporain à Montréal. Le vernissage était mercredi, donc je vous encourage vraiment à aller voir l'exposition puis à découvrir son travail qui est présenté en ce moment. Elle a participé à des expositions dans divers espaces tels que le Musée d'art moderne de Mexico, la Galerie Carl Friedman au Royaume-Uni, la Nuit blanche à Toronto, le Musée des beaux-arts de Montréal et la Galerie La Centrale. Julie Grenier, maintenant, qui est assise juste à la droite de Maria. Elle est originaire de Coudjouac, une petite communauté du Nunavik dans le nord du Québec.
Elle réside actuellement à Notre-Dame de l'île Perrot, une petite communauté à l'ouest de Montréal, avec son mari et ses 3 enfants. Sa mère est inuite et son père est francophone. Elle a donc grandi en étant exposée aux valeurs de ces 2 cultures. Julie Grenier travaille actuellement comme directrice générale de... Et là, je vais te demander de l'aide pour prononcer comme il faut. Takramut. Takramut Nipingat. Voilà. Incorporated, TNI, une société régionale de production de radio et de télévision qui opère 100% en langue inuktitut et dessert les Inuits du Nunavut. Depuis 2021, elle siège au conseil d'administration de l'Inuit Art Foundation à titre de secrétaire trésorière. Elle est également présidente du conseil d'administration d'APTN, le premier télédiffuseur autochtone national au monde, un poste qu'elle occupe depuis maintenant 5 ans. Julie Grenier perle et coud depuis l'âge de 7 ou 8 ans et enseigne l'art aux membres de sa communauté et plusieurs autres communautés de Turtle Island. En 2023, elle a présenté sa première collection au défilé de mode Crafted à Winnipeg. En 2022, elle était l'une des 10 créatrices autochtones canadiennes sélectionnées pour participer à une résidence de mode autochtone haute couture au Centre des arts créatifs de Banff, en Alberta. En 2021, elle a collaboré à la conception et au perlage de la tenue portée par la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, lors de sa cérémonie d'intronisation. Une des œuvres collaboratives de Julie Grenier est exposée en permanence au Musée de l'Homme à Paris. Une autre a été commandée pour l'exposition d'ouverture au Centre d'art inuit de la Winnipeg Art Gallery et elle a été par la suite acquise par le musée pour sa collection permanente. Et finalement, Mallory Loempoka, qui est une artiste belge, camerounaise, queer et une travailleuse culturelle basée aussi à Montréal. Grâce à sa pratique centrée sur la photographie, les textiles et la céramique, Mpoka aborde des thèmes nuancés liés à la migration, au traumatisme culturel, à l'image de soi, à la mémoire et au colonialisme environnemental. Mpoka est lauréate du prix Malik Sidibé de la Biennale africaine de la photographie en 2022 et du New Generation Photography Award du Musée des beaux-arts du Canada en 2024. Elle a exposé son travail au niveau national et international, entre autres à la Galerie d'art de l'Ontario et au Gardiner Museum à Toronto, à la Galerie Atis Dakar, à Savvy Contemporary Berlin. Son premier livre d'artiste sera publié à l'automne 2024, parallèlement à une exposition au Musée des beaux-arts du Canada. Mpoka se considère comme porteuse des inscriptions d'un passé colonial. Grandir entre culture et continent l'a amené à être de moins en moins capable de se situer dans une réalité statique liée à l'appartenance. Cette expérience l'inspire à voyager dans l'histoire à travers ses vestiges matériels et immatériels, archives photographiques, pigments de terre, textiles, métaphores et symbolismes, créent des compositions poétiques qui témoignent de son expérience polyphonique. Donc, également, on voit les œuvres là, derrière moi. Alors, j'ai envie d'ouvrir la conversation d'abord en vous demandant comment vous réagissez à cette grande catégorie de l'artisanat en lien avec votre démarche artistique. Est-ce que vous retrouvez dans ce mot qui est au centre de la conversation aujourd'hui? Julie, peut-être. OK, je vais y aller. C'était une question très intéressante, puis j'y pense maintenant depuis qu'on m'a invitée à être ici, parce que j'y avais jamais vraiment pensé. Puis ça l'a comme ouvert toute une démarche de pensée qui m'a vraiment sorti de mon ordinaire. Parce que non, je m'étais jamais vraiment... j'y avais pas pensé du tout, puis je m'étais pas associée à ça, à cette pensée-là. C'est une question auquel je pense encore beaucoup. Puis j'ai encore beaucoup de difficultés à me situer dans cet aspect-là. Mais c'est sûr que oui, je veux dire, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de notre réalité, surtout en tant que femme. Puis on le voit encore
beaucoup. Puis je vais dire, je viens beaucoup d'un monde culturel, traditionnel. Tout ce que je fais, tout ce que je crée, ça vient de mes ancêtres. C'est des choses qui m'ont été apprises à un très, très jeune âge. Puis je sais des éléments, j'amène toujours des éléments culturels, traditionnels. Fait que souvent, je me suis associée plus à un monde de survie, un monde qui était même pas artisanal ou... puis c'est seulement dans les dernières années que je me suis vraiment associée à ce titre-là. Même si je faisais depuis longtemps des créations, puis je croise des gens qui ont beaucoup de mes créations dans leur maison, mais pour moi, c'était jamais vraiment comme... J'avais jamais même pensé que c'était des pièces d'art que ces personnes-là avaient dans leur chez eux. Mais c'est des parties de moi qu'ils retrouvent. Donc, maintenant, je sors de cette je me suis sortie de ce concept d'artisanal-là. Je mets beaucoup plus de temps et d'énergie, mais ça a été fait de façon très organique. Fait que c'est quelque chose que j'avais vraiment pas pris le temps de vraiment penser. Quand on s'est parlé une première fois de ton travail en lien avec cette table ronde, tu as mentionné quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce qu'une des façons dont on distingue, si on veut, une œuvre d'art d'un objet artisanal, souvent, c'est par rapport à sa fonction. Donc, une œuvre d'art n'a pas nécessairement de fonction, alors qu'un objet de design ou un objet artisanal, et dans ton cas, bien, un bijou ou un vêtement, a une fonction de parure ou d'être porté et non pas juste un objectif de contemplation. Puis, pour toi, la distinction, quand on en discutait, venait donc pas du fait que ton travail n'est pas associé à une fonction, mais plutôt à l'idée d'une réappropriation de techniques traditionnelles. Tu m'as dit, j'ai commencé à voir mon travail autrement à partir du moment où j'ai pu suivre les enseignements qu'on m'a donnés par rapport aux techniques, mais je me les ai appropriées, puis je les ai transformées pour en faire quelque chose qui me ressemble davantage. Donc, je n'ai pas juste suivi la manière de faire, mais j'ai un peu inventé, créé quelque chose qui me ressemble. Est-ce que tu veux parler de comment ça s'est présenté dans ton travail? Oui, mais ça l'a été, c'est ça, c'est arrivé de façon, comme j'ai mentionné, très, très, très organique. Je me suis, pendant plusieurs années, vraiment concentrée à la maison, lorsque j'étais encore à Coudjouac, sur mes apprentissages. Donc, si c'était d'apprendre avec des aînés qui venaient, qui voyageaient à Coudjouac pour faire des workshops, des cours, des ateliers, ou bien de donner des apprentissages aussi. Puis c'était toujours... Puis les Inuits, quand nos aînés nous apprennent, ou nos mères ou nos grands-mères nous apprennent à coudre, ma cousine est là, puis elle va probablement être en accord avec ce que je dis. C'était vraiment, tu touches à rien, tu me regardes, puis après ça, tu vas le faire exactement comme je l'ai fait. C'est très, très... Il n'y a pas de non, tu le fais comme ci, tu le fais comme ça. Non, c'est vraiment, tu vas me regarder, tu vas prendre le temps de me regarder, puis tu vas le faire. Fait que j'ai été dans ce mode-là pendant très, très, très longtemps. Puis c'était vraiment jusqu'à ce que défaire des mailles, j'en ai défaites beaucoup, beaucoup, puis je les ai refaites. Puis c'est plus quand je suis déménagée dans le Sud, dans un monde qui est beaucoup plus contemporain, où mon linge, mes besoins traditionnels sont plus là. Toute ma vie, c'est moi qui a habillé mes enfants, mais pas juste mes enfants, mes frères. Ma grand-mère est décédée il y a presque 30 ans. C'est ma mère, c'est moi qui habillais mes frères, mes parents même, avec le linge traditionnel pour les tenir au chaud. Là, quand ce besoin-là, il est parti, là, c'est là que je me suis mis à penser à quoi d'autre que je pourrais faire avec tous les apprentissages que j'ai reçus, puis comment est-ce que je peux m'exprimer moi. Là, ça vient plus des autres, c'est plus des apprentissages que j'ai reçus, là, c'était vraiment juste de me mettre dans une pièce, puis quand quelqu'un porte quelque chose que j'ai
confectionné ou accroche quelque chose que j'ai confectionné. C'est vraiment une partie de moi qu'ils ont avec eux. Puis ça, c'est un shift vraiment psychologique, là, mental complet. Puis, quand on parle de résistance, puis peut-être que j'avance un peu trop dans la conversation, mais pour moi, c'est un peu plus la résistance de la communauté envers ce que je fais maintenant qui sort vraiment de l'ordinaire de tous les jours qu'on retrouve dans notre communauté. Oui, c'est ça. On va pouvoir élaborer sur ça tout de suite après. C'est un bon segue pour parler très bien français avec Maria, parce que la transmission des connaissances, l'éducation, c'est au cœur de ta démarche personnelle, mais aussi artistique. Je pense que ça influence aussi ton travail. On a vu des images d'œuvres participatives qui défilaient aussi, qui présentaient ton travail. Donc, je serais curieuse de t'entendre aussi sur l'artisanat. Comment tu le situes, ce concept-là, en lien avec ta démarche? Oui, merci. Oui, quand j'ai reçu l'invitation à participer en cette table ronde, j'étais un peu surprise parce que je pense que l'artisanal, ce n'est pas une manière que j'utilise fréquemment pour décrire mon travail. Peut-être que c'est la part de l'aspect de la résistance, du travail de femme, comme un geste de résistance que je connecte plus facilement. Mais j'ai commencé à penser que c'était une bonne opportunité aussi avec la conversation que nous avons eue avant les conférences. Nous avons parlé déjà, peut-être qu'il y a un élément aussi un peu comme culturel. Je viens de Mexique. En Amérique latine, l'artisanal a une question traditionnelle très, très forte. Les objets artisanaux sont faits par gens qui ont beaucoup de tradition, vraiment beaucoup de, comme tu dis, de skills. C'est très une compétence. Et c'est une connaissance qui se transmet de génération en génération. Donc, j'ai commencé un peu comme d'impostor syndrome. Parce que je n'ai reçu comme ces connaissances, par exemple, de ma famille. Ma mère, c'est féministe, elle ne peut coudre, sewing. Beaucoup de mon travail, c'est comme je l'ai apprendre de manière plus comme intuitive, avec la pratique. Mais à le même temps, c'est vrai que je peux connecter beaucoup dans cet aspect comme utiliser les choses qui ne sont pas nécessairement considérées comme les arts avec le capital A, non? Et trouver comme les aspects plus symboliques dans les petits objets. Beaucoup de gens parlent, par exemple, de visual culture, la culture visuelle plus que des arts, maintenant pour inclure, par exemple, les choses comme les tatouages, les fashion, les joailleries, non? Mais ce n'est pas pour mon terme que c'est très connecté avec l'artisanal. Donc, l'invitation à participer dans cette table était une bonne réflexion. Mais oui, j'utilise beaucoup le textile et j'ai commencé à utiliser le textile quand j'étais très jeune dans l'université. Je te dis, quand j'étais une étudiante à l'université à Mexique, dans un moment comme d'art l'art conceptuel, Gabriel Orozco s'est devenu un grand rockstar. Donc, comme pour un côté, la tendance d'avoir fait l'art comme plus conceptuel et de l'autre côté, comme la nécessité que j'ai eu de faire les arts qui peuvent être plus accessibles. Donc, travailler, par exemple, avec les vêtements, les textiles, pour moi, c'est devenu une manière de pouvoir faire comme des questions, faire visibles des choses qui peut-être que d'autre manière restent invisibles. Mais oui, je pense que plus que faire les choses, j'ai une grande tendance à les déconstruire pour faire comme, oui, des questions. Mais à le même temps, par exemple, les masques, il y a une chose que je peux comprendre pourquoi ils sont considérés comme d'artisanal ou une combinaison d'artisanal et artistique. Je ne sais pas si ça
une réponse. Oui, bien, ça m'amène à réfléchir, puis je vais vous relancer sur cette question-là tout de suite après avoir passé la parole à Mallory, mais est-ce que, tu sais, l'artisanat, est-ce que c'est associé à un médium, donc des médiums plus féminins, qui ont été historiquement associés plutôt à l'univers domestique et à l'univers des femmes, comme le textile, la céramique, la porcelaine, la peinture sur porcelaine, tous ces médiums qui ont été un peu mis de côté par, tu disais, l'art avec un grand A, ou est-ce que c'est une approche? Est-ce qu'on pourrait penser que c'est plutôt c'est dans le processus qu'on fait le lien avec cette idée d'artisanat, le fait main, le temps long aussi de création, le fait de développer des techniques ou d'apprendre des techniques manuelles qui demandent beaucoup, beaucoup de concentration, de finesse, de compétences. Donc ça, c'est aussi une autre façon de le voir. Puis d'une certaine façon, on a pensé à ton travail à cause de cet angle-là du textile qui est central, du vêtement qui est central, mais qui est utilisé, c'est vrai ici, d'une façon complètement différente de la démarche de Julie, par exemple, où le vêtement est porté. Mais chez Maria, le vêtement est déconstruit, il devient complètement autre chose. Et puis, ça ouvre sur des réflexions intéressantes également puis là, je vais trop vite, là, mais de recyclage, puisque tu réutilises beaucoup de vêtements qui sont conçus par d'autres pour en faire autre chose. Ça devient une matière, le vêtement, pour en faire autre chose. Mais je passe tout de suite la parole à Mallory. Dans ta démarche à toi, qui vient d'un tout autre horizon aussi, comment ça résonne, ce mot-là, artisanat, en lien avec ta démarche? Pardon. D'abord, je veux remercier Plural, l'équipe de Plural et Anne-Marie pour nous avoir invités aujourd'hui à cette table ronde et au public pour être présents avec nous aujourd'hui. Donc, je pense que de mon côté, la question de l'artisanat et de l'influence des pratiques artisanales dans les pratiques artistiques contemporaines est une question qui est importante. C'est un sujet qui est important parce que c'est vrai que traditionnellement, les femmes ont joué un rôle très important des deux côtés de l'Atlantique au service de justement la conservation des pratiques artisanales, au service de la philanthropie, mais aussi du maintien d'une société. Donc, c'est surtout le rôle. Les femmes ont beaucoup travaillé pour conserver ces pratiques-là. Et je pense que ça peut être intéressant de définir aussi ce qu'est l'artisanat. Parce que même moi, c'est vrai que quand tu m'avais envoyé le sujet de la conversation aujourd'hui, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, faire quelques recherches. Et des fois, c'est vrai que ça porte à confusion de naviguer entre les termes l'artisanat d'art, les pratiques artistiques. Et donc, pour moi, l'artisanat se définit un peu comme ces ensembles de pratiques, ces ensembles d'activités qui englobent un peu la création, mais aussi la transmission et souvent comment dire, la réparation aussi parfois de techniques de savoir-faire traditionnelles qui demandent souvent une technique précise. Et donc, traditionnellement aussi, l'artisanat, je pense que ça a été c'est beaucoup opposé à la fabrication industrielle de masse. Et quand on parle d'artisanat, on parle aussi forcément de métiers d'art. Les métiers d'art étant des métiers manuels, artisanaux. Donc, on peut penser, entre autres, à la céramique, au textile, à la maçonnerie, à l'ébénisterie. Moins communément aussi, on peut penser à la fleuristerie aussi, à la boulangerie, à la cuisine. Et pour moi, ce qui est intéressant dans l'artisanat, c'est cette potentialité de pouvoir créer et
travailler un patrimoine, avec un patrimoine, parce que pour moi, les pratiques artisanales, c'est sourcil de tout un patrimoine, d'un héritage. Et donc, je pense que ma pratique, justement, se situe entre les frontières poreuses de la céramique, du textile et de la photographie argentique. Et c'est vrai que pendant longtemps, ma pratique, c'est beaucoup, la fondation de ma pratique a beaucoup été la photographie. Et quand j'ai grandi, en fait, les photos d'archives, les albums photographiques de famille ont joué un rôle important dans la formation de mon identité. Et j'ai très vite compris à un jeune âge le pouvoir de la documentation visuelle dans la formation de l'identité d'une jeune personne. Et donc, très tôt, j'ai travaillé en chambre noire et je me suis intéressée aussi en étant un enfant quand même assez réservé. La photographie me permettait justement d'aller à l'encontre de l'autre et de connecter avec les autres tout en me sentant un peu... pas protégée, parce que protégée, ça sera un mot quand même assez fort, mais d'avoir comme la lentille, le médium de l'appareil photo qui agit comme médium entre moi et la personne. Et puis plus tard, je me suis intéressée justement au textile, ce que pouvait offrir le textile, donc la teinture de textile, la sérigraphie et maintenant le tissage aussi. Et puis la céramique. Et puis comment est-ce que, d'un point de vue diasporique aussi, grandissant à Montréal, au Québec, mais dans une société quand même très anglophonisée, avec une mère belge, un père camerounais, comment est-ce que la cohésion de plusieurs médiums pouvait transmettre la complexité de mon héritage et offrir certaines nuances dans ma pratique. Donc, l'artisanat, dans ce sens-là, a joué un rôle important. Et tout récemment, justement, je travaille en ce moment sur un projet sur 2 ans, financé par le Conseil des arts du Canada, qui m'a amené en première étape au Cameroun. Il y a 2 mois, j'ai dû retourner au Cameroun pour justement aller à l'encontre d'artisans, de teinturiers, de cultivateurs, d'herboristes. Et justement, ce projet-là se penche beaucoup sur la culture de l'indigo et l'impact des plantations d'indigo. L'indigo, en fait, pour ceux qui sont pas trop familiers, c'est cette plante qui pousse en région tropicale, dans des environnements tropicaux. Et cette plante-là, quand elle est macérée, quand elle est... de plusieurs manières, on peut acquérir ce bleu-là. Donc, ça prend quand même une connaissance assez précise de l'extraction du bleu de cette plante-là, de cette feuille-là. Et au Cameroun, justement, il y a ce savoir-là ancestral qui fait partie des pratiques artisanales de l'extraction du bleu de cette plante pour teindre le textile. Et après, à partir de ce textile teinté, on fait ce qu'on appelle le ndop. Le ndop, qui est un tissu qui est reconnu nationalement comme patrimoine camerounais. Donc c'est ça. Donc, voilà. Oui, puis tu m'expliquais que avec ce projet de recherche là, qui t'occupe et qui va mener éventuellement à la réalisation aussi de toute une série d'œuvres, il y a cette idée de sauvegarde d'une tradition de teinture végétale, puis de procédés, en fait, qui sont en train de disparaître, qui sont des procédés artisanaux qui sont de moins en moins employés et dont on n'a pas nécessairement enregistrer, si on veut, les modes de fonctionnement. Donc, tu es allé vraiment à la rencontre des gens dans un objectif d'apprendre, de voir déjà, de constater comment c'était fait, puis éventuellement apprendre ou au moins pouvoir en témoigner par des voies différentes qui ne sont pas nécessairement la réalisation même de ces techniques-là. Donc ça, pour moi, il y avait tout un écho sur le processus derrière, par exemple, la Guilde, ici, la fondation de la Guilde à Montréal, c'est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. C'est des femmes qui ont voulu mettre en place
des stratégies pour favoriser le maintien des techniques artisanales, puis aussi de trouver des moyens de financer le travail des femmes à cette époque-là, donc en leur donnant un salaire pour qu'elles puissent produire, puis en offrant un débouché aussi à leur réalisation artistique, qui n'était pas nécessairement associée à des œuvres à ce moment-là, mais qui était vraiment quand même présentée dans des lieux artistiques. Et ça, c'est intéressant, c'est dans cette histoire-là là, de la guilde, l'Art Association of Montreal, qui est l'ancêtre du Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est dans les locaux de l'Art Association of Montreal que les expositions de la guilde étaient présentées. Alors déjà, là, la frontière est floue entre qu'est-ce qui est un objet de design et qu'est-ce qui est ou un objet artisanal qui a une fonction, puis qu'est-ce qui est une œuvre à cette époque-là même. Mais je trouve que dans ta démarche, il y a ce même souhait de sauvegarde qui est là et qui rejoint un peu ta démarche également, puisque il y a, oui, l'apprentissage des traditions, mais aussi le renouvellement des traditions. Puis, tu ouvrais la discussion dans ce sens-là. L'autre mot-clé, finalement, du titre du panel, c'est l'idée de résistance. Alors, je disais, la revalorisation de ces techniques et de ces médiums, historiquement, c'était pour contrer l'invisibilisation du travail des femmes. Dans vos démarches respectives, j'ai l'impression qu'il y a plus que ça maintenant derrière votre intérêt pour la sauvegarde de ces techniques, la sauvegarde de ces médiums. Puis en fait, ce n'est pas que de poursuivre la tradition, c'est de la réapproprier pour comme la continuer, mais autrement. Tu disais, dans ta communauté, la résistance, elle n'est pas nécessairement là où on pense, c'est pas nécessairement quelque chose de positif. Ce mot-là est associé à une résistance, en fait, des gens dans la transformation de la tradition. Bien, la colonisation est très récente chez les Inuits. On parle dans les 70 dernières années, où c'est vraiment, la colonisation s'est vraiment intégrée dans notre monde. Ma mère, elle a grandi dans ses premières années où elle vivait principalement dans des tentes et dans des igloos. Souvent, quand on parle des peuples autochtones, on s'associe plus aux peuples autochtones du Sud qui, eux, vivent la colonisation depuis, dans certains cas, plus de 300 ans. Donc, c'est très différent. Donc, notre réappropriation de nos cultures et nos traditions est encore très, très, très récente. Voilà pourquoi je me suis vraiment intégrée dans la communauté pour pas seulement apprendre, mais pouvoir aussi éduquer les jeunes sur nos traditions puis nos cultures. Ce mouvement-là fait qu'on est... puis, je n'argue pas contre les gens dans nos communautés qui approprient beaucoup les coutumes traditionnelles, le linge, peu importe ce que c'est, parce que c'est un mouvement en ce moment qui est extrêmement important pour la préservation de notre culture et notre héritage. Mais quand j'ai décidé de donner un élément un peu plus contemporain à du linge traditionnel, comme le Arnauti qui est au WAG, qu'on voit sur les images, c'est un manteau qui est très traditionnel. Puis je le dis souvent, les Inuits et les autres peuples autochtones, mais étant Inuit, je vais parler pour eux, les Inuits, les femmes Inuits, c'est des femmes hautes couturières depuis plus de 10 000 ans. Donc, on a un terme une définition très spécifique à la haute couture. Mais quand je regarde ce que mes ancêtres ont fait et ont été capables de faire, c'était des ingénieurs incroyables. Puis le Arnauti, c'est un manteau qui a une poche, pas pour les bébés, mais qui ont pu porter des différentes choses, mais c'était un chemin pour devenir femme.
mais ça venait avec des manches, ça avait des courbes, c'était pas pointu, fait que sortir de cet élément qui était très traditionnel, ce linge qui est très traditionnel, puis qui n'a pas été porté pendant plusieurs années, puis que maintenant les femmes recommencent à faire, puis recommencent à l'approprier. Puis voilà, Béatrice et moi, on décide, on va tout couper ça, puis on va faire quelque chose de très contemporain avec un patron qui est très traditionnel. Il y a une forte résistance de la communauté contre cette coupure-là de nos traditions. Mais en même temps, comme tu as mentionné dans ma biographie, je suis aussi une fille qui a été élevée avec des valeurs aussi. Mon père, qui est francophone, qui vient de Victoriaville, qui, quand a rencontré ma mère, ne parlait pas un mot d'anglais ni d'Inuktitut. Ils ont parlé en signes pendant les 2 premières années. Ça a été vraiment une rencontre pas très conventionnelle. Ça fait partie de moi aussi. Donc, pouvoir mélanger ces deux cultures-là, c'est aussi important pour moi parce que, veux pas, c'est qui je suis. Donc, c'est pour ça, quand j'ai pensé beaucoup à ça, mais pour moi, ça a été un peu plus ça. C'est un peu plus la résistance. Puis je pense que ça a été à l'intérieur de moi aussi. Je le travaille et je me donne la permission de sortir de mon traditionnel pour vraiment me représenter dans l'ensemble de ce que je fais. Puis tu disais qu'en étant sur le conseil d'administration de la Art Inuit Foundation, vous êtes dans ce processus-là aussi de repenser. Tu me parlais du Inuit Tag, le Igloo Tag, pardon, qui associe, qui identifie en fait qu'est-ce qui est une réalisation autochtone, Inuit, authentique, originale, de repenser ce à quoi c'est associé pour justement permettre une plus grande diversité d'exploration puis de pratiques artistiques, finalement, valoriser autre chose que ce qui est traditionnellement associé à ce tag-là, à cette catégorisation-là. Oui, parce que dans le domaine des arts, puis je suis certaine que c'est pas du nouveau pour les gens qui sont ici, l'Igloo Tag identifie un art qui est authentiquement inuit. Par contre, l'Igloo Tag, c'est spécifiquement pour les prints qu'on reconnaît comme du coin de Dorset et les sculptures de pierre à savon. C'est vraiment, ce sont les 2 arts principaux pour lesquels des Igloo Tags peuvent être donnés. Mais dans le concept des arts inuits, il y a beaucoup plus d'art qui commence à sortir. Il y a beaucoup plus d'artistes qui créent des choses qui sont complètement à l'extérieur de ces deux arts-là. Fait que c'était vraiment à repenser comment est-ce qu'on peut intégrer les autres formes d'art. Fait que c'est une grosse conversation. C'est vraiment quelque chose auquel on doit penser fort parce qu'on est... Il faut garder une authenticité pour les arts inuits parce qu'on sait très bien qu'on peut trouver des inukshuk faits en Chine sur les étagères dans plusieurs endroits qui n'ont pas ce saut d'authenticité-là. Donc, mais c'est vraiment, c'est à repenser, que ce soit dans les textiles ou que ce soit dans la photographie, que ce soit dans les peintures. On a des grands artistes inuits qui sortent vraiment du traditionnel à ce niveau-là aussi, puis ils sont tout aussi importants que les sculpteurs et les printmakers. Et Maria, en lien avec ta démarche, puis je trouve ça intéressant que tu ramenais, au Mexique, le terme artisanat est vraiment associé à toute une tradition qui est très forte et qui se transmet de génération en génération, à laquelle tu n'associes pas automatiquement ton travail. Tu sais. Et je pense qu'on le voit bien dans les images qui sont présentées. C'est pas la source première à laquelle on pense quand on voit tes œuvres. Par contre, le vêtement est au centre et le tissage, là, on voit le tricot est là. Donc, le geste du fer et du tissage ou du tricot est là. Collectif aussi. Et je trouve que ça, c'est un autre élément qui est intéressant en lien avec l'artisanat ou
ces pratiques-là, c'est que ce sont souvent des pratiques collectives qui impliquent un travail, une mise en commun de compétences, puis c'est ça, un travail de groupe aussi que moi, j'aurais associé d'une certaine façon à une forme de résistance au marché de l'art aussi, parce que tout à coup, c'est pas juste une pratique, une œuvre signée d'une seule personne, mais là, on voit bien que c'est plusieurs personnes qui ont collaboré à la réalisation de cette œuvre-là. Peut-être que tu vas en parler, puis parler de cette idée de collectif qui est quand même au centre de ta démarche artistique. Oui. Quand je pense, par exemple, tu m'as demandé aussi en avant les influences, par exemple, et j'ai continué à penser, et je pense qu'il y a 2 ou 3 bons exemples que je peux donner. Je suis née en Argentine et quand j'étais 5 ans, ma famille doit être exilée à Mexique à cause des coups d'État. Et si on pense dans Sud-Amérique, principalement à Chili, il y a un groupe très intéressant de femmes qui ont fait des arpilleras. Je ne sais pas si vous connaissez les arpilleras. Les arpilleras étaient aussi comme une forme de tapis, de tapestry, comme de textile, ils ont été les représentations de vie quotidienne à Chili. Mais quand les coups d'État commençaient à Chili, par exemple, beaucoup de groupes de femmes s'ont rencontrés pour faire comme les représentations de comment est-ce que les coups d'État et les présences des groupes militaires qui ont affecté vraiment le pays. Ils ont commencé à faire les représentations dans les arpilleras et ils ont envoyé les arpilleras à l'extérieur. Avant l'Internet, il était difficile quelquefois de transmettre l'information de ce qui passe dans chaque pays. Donc, il était un groupe de femmes qui a travaillé dans cette technique textile traditionnelle qui ont commencé vraiment comme un mouvement très important de créer comme conscience de ce qui passe à Chili. Après, à Mexique, quand j'étais plus jeune, en Mexique, nous avons beaucoup de violences de genre, beaucoup de féminicides. Qui ont commencé en les années 90 en Ciudad Juárez. Il y a un groupe de femmes qui se sont rencontrées chaque fin de semaine, qui ont commencé aussi à faire comment tu dis, embroidery? Les broderies. Les broderies dans les handkerchiefs, pardon, mon français c'est pas comment les foulards, avec les noms de chaque des femmes qui a été disparue au kill. Donc, un autre exemple de groupes de femmes qui ont utilisé les choses qu'on peut appeler l'artisanal comme un acte de résistance. Et c'est peut-être que beaucoup de les influences que j'ai et aussi comme de la manière en que j'ai pu vraiment comme connecter. Et quand j'ai arrivé à Montréal en l'année 2010, il y a aussi principalement à travers de l'art, par exemple, que j'ai connu pour la première fois les femmes du Canada qui ont été disparues. Il y a beaucoup d'exemples de groupes de femmes, principalement. Il y a ils ne l'appellent pas une exposition, sinon comme un événement, un mémorial. En Kanawaki, il y a quelques années qui s'appelle Walking with Our Sisters, qu'il était aussi un projet participatif de beaucoup de femmes qui ont fait des perlages dans les chaussures. Et il était vraiment touchant, et comme une manière de résistance, mais aussi comme tous les exemples, il y a aussi des gens qui ont comme la nécessité de faire la communauté et de trouver les manières de parler des choses qui sont importantes, qui sont douloureuses, non, de perdre dans notre vie. Donc, c'est pour arriver à l'idée de le travail en collectif. Je pense que l'artisanat, la différence peut être que de l'art a quelquefois un aspect de communauté. Bien parce que c'est la manière dont on l'apprend, ou la manière dont on travaille, et une manière d'apprendre, de changer les connaissances. Et comme j'ai dit, beaucoup de mon travail, je dois apprendre les techniques, ou les processus, ou les expériences
dans le processus de faire les arts. Par exemple, le projet que j'ai fait à la Maison de la Culture Janine Souto il y a une année, 3 années après. 2003, ouais, 12 années. Dominique Fontana a fait une résidence à la Maison de la Culture Janine Souto. Il a trouvé un groupe de gens qui a fait le tricotage, qui est un groupe très intéressant parce qu'il est très divers en termes de l'âge. Les gens, il y a des enfants, et les gens plus âgés. Il a pensé peut-être que c'est très intéressant de faire quelque chose avec ce groupe de gens qui travaillent dans les maisons de la culture, fait quelque chose que c'est très créatif et très manuel et qui n'est pas nécessairement considéré son travail une autre fois comme art. Donc, ils m'ont invité à travailler avec les groupes. Il était la première fois que j'ai fait un projet participatif en français. Il a marché très, très bien. Nous avons invité les gens à faire le tricotage de petites parts qui vont représenter sa identité. Et lentement, nous avons commencé à placer toutes les pièces ensemble. Et il a été beaucoup de gens à participer. Au final, toutes les pièces qu'on peut voir ici, on était les pièces que chaque personne a fait. Et nous l'avons installé dans les fenêtres de la Maison de la Culture comme une manière de représenter comme les groupes de travail, mais les gens de la communauté qui vont à la Maison de la Culture aussi, Janine Souto. Mais la part plus importante qu'on ne peut pas voir nécessairement dans les photos, c'est le processus. On s'est rencontrés chaque semaine depuis beaucoup de mois. Il était un groupe qui se connaît vraiment bien. Il a apporté de nourriture, il parlait de la famille. Donc, pour moi, c'était aussi vraiment une opportunité de connecter de manière comme plus profonde et significative, par exemple, avec une communauté que je ne connais pas. Non? J'étais vraiment très thankful pour l'opportunité. Puis dans tes autres œuvres, c'est vraiment l'idée de recyclage aussi qui est une forme de résistance, puisqu'on a parlé beaucoup ensemble de la mode du jetable aussi, des vêtements qui servent mais qui durent pas, puis qu'il y a tout un processus de revalorisation des matières à travers d'autres œuvres que tu as réalisées, dont on pourrait peut-être parler ensuite si vous avez des questions, parce que je veux vraiment donner la parole aussi à Mallory autour de cette idée de résistance. Une des choses qui m'a frappée quand on s'est parlé, c'est, bon, tu fais beaucoup le pont entre ton expérience personnelle et une expérience plus collective ou culturelle au centre de ta démarche artistique. Puis, un des projets qui, pour moi, résonnait le plus avec cette idée d'influence artisanale dans ta démarche, utilise des textiles qui viennent d'ateliers de couture, de réalisation de sacs dans ta famille, mais qui sont pas opérés par les femmes de ta famille, mais plutôt par les hommes de ta famille. Et puis ça, je trouvais ça intéressant parce qu'on associe plus facilement tout ce domaine-là au domaine du féminin. Et c'est pas ça le point de départ de ta démarche, en fait, de ce projet-là. Puis l'autre élément aussi que je trouvais intéressant dont on a parlé, c'est la lenteur, en fait, la méditation. Pour toi, dans le travail du textile, il y a cette idée de ralentir, de donner un espace de réflexion ou de méditation dans le geste répété aussi. Puis ça aussi, c'est une forme de résistance à un contexte actuel qui pousse à l'hyperproductivité puis aussi à l'attention dissipée. Là, tu es obligé d'être assez concentré. Donc, c'est des éléments pour moi qui résonnaient avec cette idée de résistance en lien avec les projets qu'on a regardés ensemble. Peut-être tu veux élaborer. Donc, le premier point... donc, c'est ça. C'est sûr qu'une de mes grandes influences a été... en fait, je viens d'une lignée d'hommes au Cameroun qui sont couturiers et manufacturiers. Donc, à la maison, à Douala, on a cet atelier de textile, de cuir, qui en fait a été légué par mon grand-père. Et maintenant, c'est
mon oncle qui en prend soin. Et puis ça m'a beaucoup inspirée dans ma pratique parce que chaque fois que je vais à Douala, ben, mes cousins, les amis de la famille, et donc qui sont majoritairement des hommes, sont à l'atelier et font de la couture. Et c'est drôle parce que justement, ben, ma tante, mes cousines, elles vont jamais à l'atelier, donc c'est vrai que c'est majoritairement les hommes dans ma famille qui font de la couture dans l'atelier. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans cet atelier-là ces dernières années. Et ça m'a beaucoup inspirée dans le sens où ben, j'ai appris les bases de la couture là, mais j'ai aussi, souvent quand ils ont fini avec les retailles, mais il y a cette grande montagne de textiles là qu'on a dans l'atelier qui fait peut-être 3 mètres de haut et souvent ben, j'essaie d'aller à travers la montagne et de récupérer des textiles, du coton, du lin et de l'intégrer dans mes œuvres. Mais quand je pense à l'idée de résistance, pour moi, c'est beaucoup associé au processus. Donc, tangiblement, pour moi, ça se traduit à la recherche de terrain. Donc, pour moi, la résistance se trouve dans la recherche de terrain, donc dans la collaboration, dans les conversations, dans l'écoute, de repenser la réciprocité collaborative. Et par exemple, donc justement quand j'étais au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, il y a un mois, ben, en fait, je venais pour des recherches, mais je suis aussi très consciente de ma positionnalité, vivant à Montréal, vivant dans une société occidentale. Je viens aussi quand même avec un certain regard. Donc, parce que pour que ça soit une vraie collaboration, il faut qu'il y ait un réel échange. Et donc, c'est pour ça que pour moi, la résistance se trouve dans cet échange-là. Et d'être consciente aussi des dynamiques de pouvoir qui peuvent s'établir justement lors des voyages de recherche des artistes. Donc, quand moi je retourne sur le continent africain, quel est mon échange avec les artisans des villages du Nord ou de l'Ouest, par exemple. Et donc, pour moi, c'est là où elle se trouve la résistance. Et c'est aussi de penser comment est-ce que, en tout cas dans mon cas, comment est-ce que je peux réinvestir et investir dans ma communauté, dans ces communautés. Donc, tangiblement, ben, quand je pense à des expositions potentielles, je ne les pense pas seulement dans un contexte occidental, américain, européen, mais je les pense aussi dans un contexte africain ou du Sud global. Donc, c'est important pour moi que mon exposition ait lieu aussi, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Sénégal, au Ghana, ou dans ces communautés qui ont apporté aussi beaucoup à ma pratique. Et donc voilà, pour moi, la résistance, c'est un peu comme une toile tentaculaire de petites actions qui peuvent être posées avec intention par l'artiste. Donc voilà, c'est comme ça que je la vois. Et puis, il y a aussi ce groupe de femmes qui s'appelle G's Band, qui sont ces femmes afro-américaines qui proviennent du village de G's Bend en Alabama, dans l'État de Alabama aux États-Unis, et qui sont ces femmes qui ont une pratique incroyable, en fait, elles sont descendantes des plantations de coton dans ce village-là. Et donc, leurs ancêtres étaient esclaves africains qui travaillaient dans les plantations de coton. Et donc, au fil du temps, elles ont récupéré des morceaux, que ce soit des morceaux de vêtements de travail, de nains, de sacs de farine. Elles ont commencé à faire des courtes pointes avec. Donc, elles sont devenues courtes pointières professionnelles. Et donc, depuis la fin du XVIIIe siècle, ben, il y a tout un héritage de courtes pointes qu'elles lèguent et qu'elles continuent à léguer jusqu'à aujourd'hui et de mère en fille. Et pour moi, voilà, exactement. Donc, pour moi, c'est vraiment l'exemple clé d'une pratique artisanale qui a évolué
en pratique artistique. Parce qu'aujourd'hui, elles exposent dans les grands musées américains à travers le monde et leur pratique, en fait, m'inspire grandement dans ma pratique à moi aussi. Donc, voilà. Puis, ce qui est intéressant entre vous deux, Maria et Mallory, c'est cette idée aussi de récupération, parce que tu parlais des textiles que tu reprends dans l'atelier, qui sont des retailles, finalement, de ce qui reste de la production. Et Maria, c'est un peu la même chose, c'est des textiles que tu récupères et que tu transformes, qui deviennent une matière pour tes propres réalisations. Pour moi, il y avait là aussi une forme de résistance au sens de recyclage, puis de revalorisation de matières qui autrement sont éliminées. Et puis on sait qu'ils ne s'éliminent pas toutes seules, hein? Ils s'entassent ailleurs. Donc, il y a une autre forme là, de résistance qui pourrait être associée à vos démarches. Je me fais dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps. J'aimerais ça ouvrir à la salle si vous avez des questions pour les artistes sur leur démarche artistique, sur la thématique, mais aussi si vous avez des questions sur leur démarche à elles, à l'extérieur même de la conversation. Là, elles sont là, profitez-en. On n'a pas souvent la chance quand même de rencontrer des artistes et elles sont disponibles. Premièrement, merci pour l'échange, c'était vraiment intéressant. Puis ma question est comme ouverte, fait que peu importe qui a envie d'y répondre, mais je demandais, vous avez un peu touché sur genre le rôle de l'artisanat par rapport à la transmission, puis beaucoup la mémoire culturelle, puis je me demandais, selon vous, c'est quoi le rôle de l'artisanat pour, mettons, dans le futur? Genre, comment est-ce que l'artisanat s'insère dans l'idée d'une futurité? Puis, je sais pas, c'est quoi que vous voyez que l'artisanat apporte, mettons, vers où on s'en veut? Ouais. Grande question. Je peux y aller. C'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est une question que je me pose aussi. Je peux répondre d'une perspective, je ne sais pas si c'est une perspective par rapport à l'artisanat même, mais peut-être à les pratiques qui s'entremêlent. Parce que pour moi, l'artisanat, c'est la manière dont je l'utilise dans ma pratique, c'est beaucoup un rassemblage de plusieurs médiums. Et pour moi, ce rassemblage de plusieurs médiums, de plusieurs techniques, ça témoigne justement de certains métissages. Dans mon cas, tisser, métissage, rassemblage, assemblage, collage. Et dans ce sens-là, je pense que dans le futur, ça peut agir comme un certain... ça peut transmettre un peu la nuance et la complexité des identités. Quand on pense à un monde qui devient de plus en plus complexe, qui se globalise, qui s'industrialise, qui se mondialise. Donc, peut-être que l'art et l'artisanat peuvent agir dans ce sens-là, où les artistes vont être amenés à utiliser plusieurs médiums dans leur pratique. En tout cas, les artistes qui m'entourent, je vois de plus en plus qui sont très multidisciplinaires, qui s'intéressent beaucoup à pas qu'une seule pratique, mais à un rayon et un panel, un spectrum de pratiques différentes. Et donc, moi, je pense que ça amène aussi beaucoup à la collaboration, parce que c'est vrai que c'est difficile d'être maître de 10 pratiques. Tu sais, donc, je veux dire, si tu fais de la sérigraphie, la céramique, du tissage et tout, c'est difficile de savoir tout manier. Donc, ça t'amène à aller collaborer ou à aller chercher un savoir d'une autre personne qui est peut-être plus expérimentée que toi. Donc, dans ce sens-là, voilà. Je pense que le futur de l'artisanat aussi est aussi beaucoup plus inclusif. Parce qu'on a parlé d'où l'artisanat vient, qui est vraiment un métier qui était plus
identifié comme un métier de femme. Puis je pense qu'on est, on est en train de sortir de cette idée-là. Puis je pense que le futur, même le présent jusqu'à un certain point, amène une idée beaucoup plus inclusive de tout le monde dans le métier de l'artisanat. Oui, c'est une bonne question. D'un côté, je ne sais pas si peut être important qu'on on ne continue d'utiliser comme la différenciation entre l'artisanal et l'artistique, l'art avec une capitale A et l'art avec une petite a. Et que c'est connecté avec l'idée d'inclusivité que tu viens de dire. Aussi, en un monde qui se devient de plus en plus digital, numérique, je pense que c'est très important que l'artisanal peut-être que nous aide à continuer à être connecté avec non seulement le matériel, mais à travers le matériel avec les autres, les unes et les autres. Les groupes de couture, de bricolage sont vraiment une bonne opportunité de faire des communautés. Si on veut, je suis aussi professeur. On veut les gens jeunes sont tout le temps seuls dans le cellulaire, dans l'artisanal, et utiliser les mains, peut-être que c'est une bonne manière d'être ensemble. En une de mes classes, je suis professeure en la faculté d'éducation de McGill et je travaille beaucoup avec le textile, avec les étudiants. Et une des classes, leur, comment tu dis, assignment, leur task, c'est d'aller à la maison et chercher quelqu'un qui les peut enseigner à faire la couture. Quelqu'un de la famille ou de la communauté, et réparer les vieux vêtements qui sont, parce que c'est connecté avec l'idée de résistance, connecté à l'idée de climate change, changement climatique. Donc, je pense que vraiment c'est important. C'est une manière d'être connecté avec notre histoire et d'apprendre de notre histoire pour vraiment travailler pour faire un meilleur futur. Et puis, peut-être, j'ajouterais que ça me fait penser, moi, j'ai l'air de toujours ramener la même idée, mais quand même, on pense souvent l'obsolescence programmée des objets puis des choses qui nous entourent. On consomme énormément d'objets, de vêtements, qui ne sont pas faits pour durer. Puis les objets, si on pense... Il y a plus longtemps, les objets avaient une durée de vie, mais aussi une valeur beaucoup plus grande. Puis on les gardait, puis on les réparait, puis on avait le sentiment, on se les transmettait aussi. Donc, d'une certaine façon, je vois là une avenue ou une valorisation de notre culture matérielle, peut-être, et serait bienvenue dans le futur dans un objectif justement de réduire la consommation. Puis on le voit déjà dans... on a beaucoup parlé de la fast fashion. Il y a eu des livres, des films là, en ce moment ou des documentaires autour de ça. Mais aussi, il y a tout un mouvement de réparation. Je lisais récemment, je pense que c'est à Pointe-Claire, des aînés qui sont... Il y a un programme dans une bibliothèque d'aînés qui sont invités, qui ont des connaissances techniques, qui sont des bricoleurs, puis les gens peuvent amener leurs objets brisés, puis il y a toute une tentative de réparer les objets justement pour pas les jeter. Je pense qu'il y a toute une avenue là aussi que j'associerais d'une certaine façon au mouvement artisanal qui nous porte à valoriser nos objets, puis à réduire la consommation. Allô? Oh, c'est fort, je suis désolée. Moi, j'ai une petite question, un peu moins... c'est une petite question. C'est peut-être plus pour Julie, mais en même temps, je serais curieuse de connaître votre avis. C'est par rapport à l'aspect des traditions, puis de faire évoluer les traditions, puis d'amener un peu plus de contemporain. Puis ça touche un petit peu l'appropriation culturelle aussi, comme, mettons, en création, moi, le perlage... ça m'inspire, ou est-ce que, j'ai lu des choses qui disent qu'on peut pas toucher à ça, c'est traditionnel, c'est culturel, il y a beaucoup d'histoires derrière, fait que je suis comme, puis en même temps, aujourd'hui, j'entends un peu le contraire, qu'on a le droit de faire évoluer, puis de réinventer un peu, fait que ma question, c'était, est-ce qu'on a le droit? Puis, bien, surtout, c'est quoi votre opinion par rapport à ça?
C'est une bonne question, c'est une grande question. Il y a beaucoup de débats au niveau de cette question-là. Pour une personne autochtone qui travaille avec des patrons ou ouais, ben, je dirais plus au niveau des patrons, puis parce que le perlage, ça vient pas des personnes autochtones, ça a été amené il y a longtemps, c'est quelque chose qui a été adopté. Fait que, dans le fond, on a toujours vécu une évolution. On a, en tant que personne autochtone, on a adopté avec les échanges des différentes façons qui ne nous appartenaient pas. Donc, il y a à ce niveau-là une évolution, puis dans le fond, ça n'appartient à personne vraiment. Par contre, au niveau des patrons, chez les Inuits, surtout au niveau du linge, il y a eu beaucoup d'emprunts. J'essaie d'être gentille dans mes mots. Emprunts de patrons qui ont été commercialisés, qui devient... c'est une appropriation culturelle qui est, d'après nous, pas acceptable. Mais il ne faut pas oublier aussi que les personnes autochtones, souvent, notre linge fait de façon spécifique et fait pour des raisons très traditionnelles, culturelles. Puis c'est pour ça que je mentionne rencontrer une certaine résistance, parce que on se l'est permis, Béatrice et moi, surtout au niveau de l'aéronautique. J'utilise cet exemple-là parce que c'est probablement celui qui a amené le plus de controverses dans nos communautés. Ça a été accepté majoritairement, mais il y a eu certaines personnes, par contre, qui n'étaient pas ultra contents. On se l'est permis parce qu'on est Inuit. Puis parce qu'on avait une intention très spécifique quand on a créé cette pièce-là. Puis, comme j'ai mentionné plus tôt, ça venait vraiment de nous. Donc, on mettait un élément de nous qui comprend l'aspect, notre culture plus contemporaine, urbaine, qui était intégrée dans cette pièce. Puis c'est un peu comme les arts, on parle d'une histoire. Donc, c'est pourquoi qu'on se l'est permis. Il y a d'autres situations, par contre, où c'est un peu plus difficile, surtout quand on parle d'autres personnes autochtones qui, eux, on voit l'utilisation d'outils ou de linge ou qui sont très, très, très spécifiques. Je ne me permettrais pas, par exemple, d'acheter et de porter une ribbon skirt parce que ça ne fait pas partie de mes coutumes, ça ne fait pas partie de mes traditions. Quand j'ai fait partie de la résidence à Banff, on était 2 Inuits sur 10. Toutes les autres femmes travaillaient sur leur ribbon skirt, mais nous autres, on ne l'a pas fait parce que ça ne fait pas partie de nos coutumes et de nos traditions. Donc, ça dépend vraiment de l'aspect traditionnel, puis qu'est-ce qu'on essaie de faire avec notre création. Fait que c'est une excellente question auquel je pense que les réponses peuvent varier, puis auquel il n'y a pas vraiment de réponse concrète. Mais pour personnes non autochtones, par contre, je dirais que quand c'est quelque chose, un patron ou un item qui est traditionnel, est-ce que c'est permis de l'utiliser? Je dirais que non. Ce serait mal vu, ce serait mal accepté parce qu'il y a un élément très culturel et traditionnel qui vient avec la pièce. Est-ce que d'autres questions? Peut-être une dernière question? Quand on parle d'artisanat, on pense souvent à l'utilisation de matériaux traditionnels, matières traditionnelles.
à travers des techniques ancestrales. Donc, on fait revivre le passé, on réplique l'histoire et on répète ces choses-là dans un monde d'aujourd'hui. Est-il possible d'imaginer l'artisanat tourner vers l'avant avec des nouveaux matériaux, avec des nouvelles techniques qui n'existaient pas jadis? Je pense en particulier à tous les objets électroniques qui émergent depuis les 10 à 50 dernières années. Y a-t-il moyen de ramener l'artisanat dans cette direction-là et explorer ces médiums-là, peut-être créer des nouvelles techniques et faire avancer, je ne veux pas dire que l'artisanat a besoin d'avancement, mais faire des avancées dans le domaine de l'artisanat vers quelque chose qui ne s'est jamais vu? Je pense que oui, puis je pense qu'on le fait déjà depuis très longtemps, parce que dans la définition, quelque chose qui est culturel et traditionnel a sa propre évolution aussi. Donc, on ne parle pas seulement de quelque chose qui se fait depuis longtemps. Je pense qu'il y a une façon d'interpréter quelque chose de nouveau d'aujourd'hui qui, dans 50 ans, va être considéré comme étant quelque chose qui a été culturel, traditionnel dans les temps d'aujourd'hui. Ça, c'est, je veux dire, si je comprends bien votre question, c'est rapidement comment que je le verrais, mais... Oui, à Mexique, il y a beaucoup d'artistes maintenant qui viennent des communautés autochtones, par exemple, qui continuent à faire le travail que l'on apprend de ses ancestors, par exemple, faire le huipil, mais ils commencent à intégrer des éléments numériques. Donc, je ne sais pas, le huipil a des fils électroniques, il va répondre à quelque chose. Donc, je pense que c'est possible, peut-être que c'est inévitable. et c'est bien, parce que bien si c'est une manière de faire comme un mélange entre les connaissances ancestrales, mais aussi les apportations de les nouvelles générations. Oui, je pense que justement, comme Julie, je pense que l'artisanat s'adapte aussi au contexte actuel, donc d'une perspective aussi du Sud global. Je pense qu'il y a plusieurs artistes justement qui sont dans des contextes où leurs pays sont en grand changement d'urbanisation. Donc, on voit de plus en plus, par exemple, de personnes qui partent de milieu rural pour aller en ville. Et justement, il y a tout ce changement et cette migration de population qui apporte aussi un apport aux pratiques artistiques. Donc, je pense à plusieurs artistes, dont Ella Tui, qui est un grand artiste africain qui, par exemple, utilise beaucoup de capuchons, de bouteilles, de bière pour pouvoir créer des grandes fresques de peut-être 20 mètres, 30 mètres de haut et qui sont basées sur un savoir traditionnel, artisanal, mais qui utilisent des matériaux actuels, des matériaux récupérés dans ce cas-ci. C'est peut-être pas d'une technologie digitale, mais je pense que ça se fait déjà. Il y a énormément d'artistes qui récupèrent, qui utilisent des matériaux, des fils, des capuchons de bouteilles, du verre et tout. Donc ouais, ils sont là. Et il y avait une dernière question. Oui, bonjour. Je trouvais ça intéressant que, comme artiste, vous utilisez comme artiste, vous utilisez des techniques artisanales. Par contre, ma question est reliée à l'usage de techniques artisanales était anciennement pour décorer ou produire des choses qui étaient nécessaires ou utilisées dans les maisons ou dans les familles. Dans les 30 ou 40 dernières années, il y a eu, du moins à Montréal, ce qu'on appelait les salons de métiers d'art, où on utilisait une reproduction de techniques, puis on vendait toutes sortes de produits.
Et ça a amené comme une commercialisation de techniques d'artisanat pour des techniques d'artisanat. Dans le cas que vous présentez comme artiste, c'est quand même élitiste dans le sens qu'il y a toujours le besoin économique de survie, surtout de la part des femmes, qui, dans certains cas, peut-être vendaient leurs produits à leurs voisins ou à d'autres. Mais comment vous faites le lien entre les techniques artisanales pour des objectifs d'artistes avec le grand A, dont vous faisiez mention, et la production que l'on voit, disons, en céramique, des tasses. Tout le monde fait des tasses, tout le monde fait des assiettes, ou etc., juste pour la production économique qui est nécessaire pour la survie de ces femmes-là, ou d'hommes maintenant qui les utilisent. Alors, c'est comme vous donniez l'exemple, je ne porterais pas ce type de manteau-là, ou même les sculptures inuites, c'était un élément aussi économique pour aider les gens, je suppose. Là. Mais dans d'autres pays, le tissu que vous coloriez, qui était coloré, c'était pour vêtir les gens. Mais c'est important de maintenir ces techniques-là, ces connaissances-là. Mais si c'est pour juste produire des choses que l'on va accrocher à notre mur, on perd un peu la notion même de la fonction de l'artisanat qui était faite par les femmes. Bien, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça revient un peu au début de notre conversation, c'est-à-dire la différence entre l'objet qui est produit pour une fonction puis l'objet d'art qui est produit pour une contemplation ou une réflexion, mais qui n'a pas nécessairement une fonction d'usage. Et c'est là un peu la base de la différence entre l'objet artisanal ou l'objet de design et l'objet d'art. Puis, dans la démarche des artistes qui sont... Ça, c'est mon interprétation, hein, je vous invite à poursuivre ensuite. Mais les techniques artisanales font partie d'une panoplie d'outils et les médiums aussi, qui sont ceux du textile ou de la céramique, font partie d'une panoplie de médiums qui sont employés par chacune de ces artistes dans leur démarche artistique. Donc, c'est pas... la technique artisanale est un outil dans un objectif de création qui dépasse la production d'un objet fonctionnel. Je pense qu'il y a là peut-être un souhait, on en a parlé, de préservation de ces techniques-là qui se fait à travers la démarche des artistes, mais le résultat n'est pas nécessairement cet objet fonctionnel dont vous parlez. Et ça fait la différence entre les deux. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'il y a une différence, certainement, mais pour toutes les personnes qui créent les objets, entre guillemets, d'artisanat, comment se retrouvent-ils ou se retrouvent-elles valorisées? Bien, elles sont tout à fait valorisées. Leur production est juste pas... se propose pas à un même marché. Mais je pense pas que l'utilisation en art de techniques artisanales à d'autres fins entraîne une dévalorisation de la production de ces femmes que vous mentionnez, ou de ces hommes, ou de ces artisans, en fait. C'est juste deux marchés et deux productions différentes, mais je ne pense pas qu'il y a une dévalorisation qui est entraînée par l'utilisation des techniques. En fait, tant mieux que tout le monde peut s'inspirer, mais aussi mettre en pratique pour faire vivre ces techniques-là autrement. Puis il y a une inventivité tout autant chez les artisans que chez les artistes, parce que les artisans qui utilisent ces techniques-là ne font pas juste répéter souvent les choses qu'ils ont appris, mais bien créer à partir de ces techniques-là autre chose, et puis font évoluer également la réalisation, par exemple, vous disiez des tasses ou de la vaisselle, mais on le voit bien, il y a toutes sortes d'autres explorations qui se font dans ces domaines-là. Et c'est pour ça qu'il y a... Puis les frontières sont très floues de plus en plus parce qu'en art contemporain, c'est moins clair, toutes ces catégories-là, mais c'est pour ça qu'il y a
toute la collection d'art déco. Quand je pense au Musée des beaux-arts de Montréal, tout le pavillon Stewart qui collectionne l'art déco, bien, c'est là où on retrouve ce que vous mentionnez, c'est-à-dire les objets de design, les objets fonctionnels qui sont tout autant valorisés pour leur valeur artistique également. Je ne sais pas si ça répond à votre question. C'est un élément de réflexion, c'est juste ça. OK, merci. Mais merci beaucoup de votre écoute attentive et merci aux artistes.